Bonjour, merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Marine Le Pen est repartie au combat pour une deuxième présidentielle. Les sondages considèrent qu'elle est déjà sélectionnée pour le second tour. Le FN au second tour, ça n'est arrivé qu'une fois en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, un accident à l'époque. Le contexte a changé. Le FN s'est installé dans le paysage au fil des différentes élections. L'étape ultime reste la conquête de l'Elysée, mais là, c'est évidemment une autre affaire. Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Entrée un peu rapide, j'ai cru comprendre. Merci d'être sur ce plateau. Avant un autre plateau demain soir, puisque ce sera le premier débat télé entre les principaux candidats à la présidentielle. Vous serez 5 sur le plateau, une première. Est-ce que ça peut être un tournant dans la campagne ? Non, c'est pas un tournant, c'est un des éléments de la campagne. Je pense que c'est positif parce que les Français attendent évidemment du fond. Ils sont bien conscients quand même d'avoir été en partie privés dans les dernières semaines du fait de l'introduction des affaires comme sujet unique de la campagne présidentielle privée, donc de ce débat de fond. Ils ont des préoccupations, ils ont des interrogations, ils veulent savoir ce que proposent les uns et les autres. Ce débat, qui sera un des débats organisés d'ailleurs, permettra, je l'espère en tout cas, d'aborder le fond des propositions. Pensez-vous que ce genre de débat, justement, peut faciliter votre travail pour convaincre les Français quand 1 sur 2 disent qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter encore ? Bah écoutez, je le souhaite. Comment vous y êtes préparé ? Mais je ne vais pas préparer particulièrement. Je le souhaite. Ce qui est sûr, c'est qu'il montrera à l'évidence que les propositions qui sont les miennes sont effectivement très différentes de celles de mes adversaires. Celles de mes adversaires s'inscrivant en réalité dans une politique qui a déjà été menée en France depuis des décennies. Une petite question toujours pour finir sur ce débat. Les candidats qui sont en dessous de 10% dans les sondages ne sont pas invités, Nicolas Dupont-Aignan notamment, qui trouve que c'est scandaleux, vous le comprenez ? Oui, je comprends. Moi, j'aurais préféré que tous les candidats soient présents. Je pense que ce ne sont pas aux médias de choisir, de décider. C'est au peuple français. Et donc, il faut qu'il puisse entendre tout le monde. Vous auriez voulu être avec les 11 candidats ? Oui. Bah, écoutez, ça n'a pas été un préalable à votre participation. Non, mais pardon. Non, mais je l'ai dit. J'ai fait un communiqué. Je l'ai dit à TF1. Je pense que, si vous voulez, il y a un passage obligé qui est le recueil des parrainages. À partir du moment où les parrainages ont été recueillis, il n'y a absolument aucune raison pour que des médias décident d'écarter tel ou tel candidat. Une campagne particulière cette année en tout cas, le terrorisme se rappelle à la réalité. Hier, un homme a mené une attaque à Orly, il a été abattu, un homme de 39 ans radicalisé. Et revient le débat sur l'état d'urgence, que vous avez toujours considéré comme inefficace, voire même bidon, vous aviez eu ce mot. Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard se sont abstenus la dernière fois sur la prolongation. Au vu des événements, vous ne changez pas d'avis ? Mais la question n'est pas l'état d'urgence, la question c'est est-ce qu'il y a vraiment un état d'urgence dans notre pays ? Moi, je dis que non. En réalité, ça a été un coup de com', cet état d'urgence. Mais rien de ce qui permet de lutter contre l'explosion de violence dans notre pays n'a été mis en œuvre grâce à cet état d'urgence. Et ça, c'est parce qu'il y a une carence politique. Il y a une volonté politique de ne pas mettre en œuvre des éléments qui puissent permettre de lutter. Par exemple. Par exemple, écoutez, il y a une centaine, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur, une centaine de mosquées radicalisées. Il y en a que quelques-unes qui ont été fermées. Et vous les fermez toutes ? Mais bien sûr, il faut toutes les fermer, bien entendu. On voit bien qu'il n'y a pas d'exclusion, par exemple, des fichiers S étrangers. Qu'est-ce que des fichiers S étrangers font sur notre territoire? Est-ce que vous pouvez bien me dire pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier que nous gardions sur notre territoire des gens qui sont des fondamentalistes, qui sont étrangers et qui donc représentent un danger potentiel? Rien ne justifie de les conserver sur notre territoire. Revenons. Et il y a hélas toute une série de carences ainsi qui ont été accumulées par un gouvernement dont j'ai eu l'occasion de dire, et je le maintiens, qu'il est sidéré par la situation. Oui, c'est ce que vous avez dit hier. Ahuri. Ahuri, tétanisé comme un lapin pris dans les feux d'une voiture. Mais quand vous dites ça, c'est pour faire peur? Ben, non, je suis obligé de dire la vérité aux Français. Mais ça fait peur. La vérité, c'est que le gouvernement n'est pas en capacité aujourd'hui de protéger la population française et qu'il ne prend pas les moyens pour protéger la population française. Et je vais même dire mieux aux Français. Vous savez pourquoi? Parce que M. Cazeneuve, il est plus occupé aujourd'hui à aller faire campagne contre Marine Le Pen et à multiplier les meetings qu'à s'occuper des dangers qui pèsent sur les Français. L'état d'urgence, un mot là-dessus, puisqu'il est prolongé jusqu'à mi-juillet. À vos yeux, est-ce qu'il faudra le prolonger après? Mais il ne peut être prolongé que s'il est réellement mis en œuvre. Est-ce que vous avez vu? Mais vous, le prolongeriez. Ceux qui nous écoutent, ils ont vu que pendant des semaines, il y a eu des dégradations, de la violence, des bâtiments publics attaqués, des commerces, des policiers attaqués, des voitures brûlées, en toute impunité. Où était à ce moment-là l'état d'urgence?
nulle part. D'accord, Marine Le Pen, mais vous le prolongeriez. Vous le prolongeriez. Moi, je le mettrais en œuvre. Je le mettrai en œuvre. Bah, le mettre en œuvre. Non, je ne joue pas du tout sur les mots. Je joue précisément sur les actes. Car aujourd'hui, il y a des mots, mais il n'y a pas d'actes. Alors la France a engagé la guerre contre les réseaux islamistes aussi à l'extérieur, dans plusieurs pays. Pourquoi le aussi? Pourquoi aussi? Oui, pourquoi Parce aussi en France. Non, je crois pas, non. Bon, c'est votre point de vue, vous nous l'avez dit. 30 000 soldats français qui sont sur le terrain en Irak, au Sahel par exemple, au Tchad, où vous allez être mardi ou mercredi prochain. Faut-il renforcer la présence militaire à l'extérieur? On n'a pas besoin de renforcer la présence militaire à l'extérieur. Mais il faut renforcer notre armée, parce que notre armée, elle est à l'os. Parce qu'on a multiplié les projections sur les théâtres extérieurs, sauf qu'on ne donne pas les moyens à notre armée, non seulement de nous protéger, mais de se protéger elle-même. Il y a des problèmes de matériel qui sont des problèmes majeurs, il y a des carences qui sont monstrueuses. On a cessé de contracter le budget de l'armée de la défense. Et ça, c'est une lourde responsabilité, tant du gouvernement de M. Fillon que du gouvernement de M. Valls. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite non pas arriver à 2% de budget, 2% du PIB en 2025, c'est-à-dire jamais, parce que c'est ça la réalité, mais en 2018, parce que c'est tout de suite que notre armée a besoin d'avoir les hommes, le matériel. Si je vous ai compris, ça n'est pas pour des missions extérieures. C'est-à-dire les missions extérieures, elles continuent ou pas? Mais bien sûr qu'elles vont continuer. Avec plus de soldats? Mais pourquoi plus de soldats? Plus de soldats si c'est nécessaire. Mais ça se détermine. C'est pas une question de principe. Ça se détermine au fur et à mesure. Pour l'instant, on ne peut pas envoyer plus de soldats à l'extérieur parce qu'on les envoie dans des conditions où ils n'arrivent même pas à assurer, encore une fois, leur propre sécurité. Et il y a un certain nombre de soldats qui sont morts parce qu'il y avait des défaillances de matériel. Alors dans ce cas, parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Si leur sécurité est en danger, eh bien, il faut les rapatrier en France? Non, l'urgence, c'est de leur donner les moyens de pouvoir accéder au matériel, évidemment, immédiatement, pour remplir et pour combler les carences qui sont celles des 10 dernières années. Hier, lors de la présentation de ses propositions en matière de défense, Emmanuel Macron a défendu l'idée d'un service militaire d'1 mois. Vous proposez 3 mois pour ce qui vous concerne. Et il a souvent rendu hommage, Emmanuel Macron, à l'actuel ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a plutôt une bonne image à droite comme à gauche. Il aimerait bien avoir son soutien. Ce serait une belle prise. Et pour cause, puisque c'est M. Le Drian qui, depuis des semaines, lui livre des notes, met à sa disposition l'ensemble des membres de son cabinet ministériel pour aider la candidature de M. Macron. Je pose d'ailleurs la question, est-ce que tout ça, c'est tout à fait loyal? Est-ce qu'un ministre peut mettre ainsi ses services à disposition d'un candidat? Est-ce que ça n'est pas une rupture des règles de la démocratie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous craignez qu'il y ait des secrets défense qui aillent vers un ministre? Je me pose la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le discours de M. Macron est le copier-coller du discours de M. Le Drian. Bon, donc il n'a pas fait preuve d'une grande originalité, M. Macron, dans ce domaine. Puis il y a une autre question que je me pose, c'est pourquoi tous ces gens-là ont soutenu la primaire? Parce qu'en fait, ils ont organisé une primaire, ils méprisent manifestement les électeurs qui sont venus se déplacer pour choisir le candidat du Parti socialiste, puisque les uns et les autres ne respectent pas les résultats de la primaire. M. Le Drian ne respecte pas les résultats de la primaire, il va soutenir M. Macron. M. Valls va probablement faire la même chose. Et ils sont un certain nombre, ainsi, au Parti socialiste, à s'être en réalité moqués de la tête de leurs propres électeurs. Pour être tout à fait complet, vous demandez à Jean-Yves Le Drian de clarifier non seulement sa situation politique, ça c'est une chose, mais sa situation en tant que ministre. Ça me paraît clair, encore une fois. Est-ce qu'il est normal qu'un ministre fasse la campagne et mette ses services à disposition d'un candidat à la présidentielle? Une campagne électorale également rythmée par les affaires, les questions d'argent, les polémiques qui remontent à la surface, des affaires sensibles, et la semaine a été riche de ce point de vue. Toutes les semaines. François Fillon vient d'être mis en examen. Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abord. Cela concerne les soupçons d'emploi fictif liés à l'embauche de sa femme Pénélope. Des vêtements pour 48 500 € généreusement offerts. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami, c'est pas interdit. Est-ce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a un lien avec votre mandat de député? Bien sûr, toujours des risques de conflit d'intérêts partout. Les policiers ont ainsi découvert le nom du mystérieux donateur. Il s'agit de l'avocat Robert Bourgi. C'est un simple cadeau amical. Emmanuel Macron a-t-il dit vrai en déclarant son patrimoine? La haute autorité n'a jamais signalé la moindre anomalie. Autour d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016, plusieurs centaines d'invités. Un hôtel de luxe réservé. Coût de l'opération,
Plus de 381 000 €. Dans quelles conditions ce voyage a-t-il été organisé? L'inspection générale des finances soupçonne un délit de favoritisme. Marine Le Pen et son père ont-ils sous-évalué leur patrimoine commun de 60%? C'est ce que le fisc suspecte aujourd'hui. Sont concernées les propriétés de la famille, le domaine de Montretout et la maison de Rueil-Malmaison. 2,5 millions d'euros selon la famille Le Pen, mais pour le fisc, le domaine en vaut le double, 5 millions d'euros. Il est le responsable du Front National à Nice, conseiller régional des Alpes-Maritimes. Benoît Leuillet vient d'être suspendu du parti après des propos négationnistes. Des proches inquiétés par la justice. Marine Le Pen, l'affaire des assistants parlementaires européens qui vous concerne. Aymeric Choprade, qu'on vient de voir, ex-élu FN, il a quitté le FN depuis, qui est toujours député européen, déclare que c'est vous personnellement qui avez embauché des assistants qui travaillaient pour le parti. Est-ce qu'il ment? Oui. Oui, il ment, c'est un affabulateur. Mais c'est pas très étonnant quand on voit qu'il avait quitté le Front National avant d'en être exclu. C'est lui qui avait fait s'évader ceux qui avaient été condamnés pour trafic de cocaïne. Un homme probablement avec une grande moralité. Donc vous en restez là avec lui, vous dites il ment, mais vous allez porter plainte contre ses propos ou pas? Ben, je suppose que nous aurons à voir tout ça dans le cadre de la procédure. Donc nous verrons tout cela dans le cadre de la procédure. On a vu aussi le responsable du Front National des Alpes-Maritimes, Benoît Leuillet, qui a été suspendu pour des propos révisionnistes. Il va être exclu selon toute vraisemblance. Bien sûr. Il fait partie des identitaires, comme on dit. C'est un, il y en a d'autres, en région PACA notamment. Est-ce que pour vous, ça va être l'occasion de faire le grand ménage dans ces rangs-là? Bah, écoutez, M. Leuillet a tenu ses propos, vous imaginez, de manière cachée. Car si nous avions su qu'il avait ce genre d'idée, jamais nous n'aurions accordé à ce monsieur une investiture et jamais même on l'aurait laissé rejoindre le Front National. Les choses sont extrêmement claires. Bon, est-ce qu'il faut jeter l'opprobre sur l'ensemble de ceux qui ont eu son parcours? Je crois que ce serait exagéré, mais je vais vérifier pour savoir si des gens étaient effectivement informés que ce monsieur tenait ses propos. Et si je n'en ai pas été informé moi-même par cela, eh bien, ils auront à m'expliquer pourquoi. Personnellement. Voilà. Personnellement. En tête à tête. Oui, oui, oui. Enfin, tête à tête. Je suis la présidente du Front National, oui. quand même. J'y fais respecter. Non, mais je veux dire, par là, c'est pas une commission de discipline, c'est d'abord à vous qui doit rendre des comptes. Non, mais moi, j'aimerais savoir si ma confiance, la mienne, a été trahie. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Car elle a été manifestement trahie. Le Front National a été trahi par ce monsieur. Je voudrais savoir si des gens étaient informés. Et s'il y en a d'autres. Étaient informés que ce monsieur développait ce genre d'idée, ou pas d'ailleurs. Et s'il y en a d'autres, c'est ce que vous voulez dire. Je veux le savoir, oui, parce que moi, pour l'instant, vous ne le savez pas. Je veux que la discipline règne dans mon mouvement. Comme je voudrais que l'autorité puisse régner en France, parce qu'elle a bien besoin d'être remise en ordre. Emmanuel Macron à Las Vegas, vous avez vu, une enquête préliminaire a été ouverte. Il dit ne rien avoir à faire avec cela. Vous attendez que la justice passe Non, mais moi, j'attends qu'on s'intéresse au patrimoine de M. Macron, parce que je note qu'il y a des choses éminemment suspectes dans sa déclaration de patrimoine, mais que la haute autorité n'a rien eu à dire sur ce sujet. C'est étonnant, parce que la haute autorité se précipite. Pour la transparence de la vie politique. Oui, c'est quand même étonnant que cette haute autorité... Enfin, peut-être c'est pas si étonnant que ça, puisque M. Nadal, qui est le président de la haute autorité, avait appelé à voter pour M. Hollande en 2012. Donc vous pensez qu'il est couvert politiquement, Emmanuel Macron, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Vous avez déjà en tout cas le second tour de la présidentielle en ligne de mire, seul au front, même si la question des alliances va se poser, si vous êtes appelé à gouverner. Cécile Cornudet des Échos est avec nous ce midi. Bonjour Cécile. Bonjour Francis, bonjour Marine Le Pen. La présidentielle, en tout cas, est regardée, elle va vous parler tout à l'heure Cécile, mais la présidentielle est regardée de près par nos voisins européens, et votre campagne notamment. Je suis la correspondante de CNN à Paris. Je suis correspondante pour l'Italie. La Tribune de Genève. Die Welt. Je ne sais pas si elle est très bien identifiée par l'américain moyen. Comme femme politique, c'est la plus stratège. Ce qui est de très très curieux pour les Suisses, c'est quand même un peu cette dynastie où la présidence s'hérite de père en fille. On a très facilement le portable des dirigeants, mais quand je vois que pendant ces vœux, il y a des collègues français qui sont accompagnés gentiment à la porte, ça me choque. C'est effectivement
la seule qui est en train de faire un parcours politique entre guillemets sans faute. Les autres partis ont acté le fait que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Donc ils ne l'attaquent plus. Et c'est dommage. Question, est-ce que cette opération de détoxification aura été efficace? Marine Le Pen est considérée d'extrême droite au même niveau que le père. Je pense qu'elle est populiste parce qu'elle propose des solutions très faciles pour des problèmes très complexes. C'est un populisme intégral. De voir un parti nationaliste avec un discours très de gauche, voire d'extrême gauche, c'est quelque chose qui étonne. Il y a une soif pour... chez une partie de l'électorat pour un véritable candidat nationaliste qui porterait l'idée, le slogan de la grandeur de la France. La Suisse n'a rien à gagner à une fermeture de la France. On a tous peur de dire qu'elle peut y arriver. Si un des fondateurs de l'Europe sort, ça veut tout bêtement dire l'explosion de toute l'Union européenne. Je pense que les électeurs français ne réalisent pas tout à fait, mais c'est le cas. Voilà, on vous suit au niveau européen, parce que la présidentielle française n'a jamais été autant observée que cette année. Et Cécile voudrait aller plus loin avec vous. Oui, Marine Le Pen, vous faites campagne en vous posant victime du système. Or, le système politique, jusqu'à présent, vous épargne relativement. Il y a peu de candidats qui vous ciblent en premier, sauf François Hollande, qui n'est pas candidat, mais qui fait beaucoup campagne contre vous. Quand il dit Marine Le Pen, ce serait la sortie de l'euro, ce serait la sortie de l'Europe, ce serait le village d'Astérix sans la potion magique, est-ce qu'il ne touche pas là où ça fait mal, finalement, là où il y a encore un blocage chez une grande partie des Français? Vous savez, quand François Hollande dit du mal de moi, j'entends les voix qui tombent. Vous voyez? Parce que les Français, François Hollande, ils l'ont vu à l'œuvre. Et ils ont vu les résultats. Et les résultats sont dramatiques. Donc ce qu'il dit n'a pas de domaine. C'est le président qui a la cote de popularité la plus basse de toute l'histoire de la Ve République. D'accord? De toute la Ve République. Et il a été tellement mauvais, et sa politique a été tellement épouvantable, qu'il n'a même pas osé se représenter aux élections présidentielles. Alors je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Hollande, qui effectivement, vous l'avez rappelé, est en campagne contre moi. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République? Je ne le crois pas. En l'occurrence, il devrait avoir encore quelque chose à faire. Mais en même temps, à chaque fois qu'il touche à quelque chose, c'est tellement avec des résultats épouvantables que mieux vaut en réalité qu'il s'occupe de la campagne présidentielle et qu'il ne s'occupe pas d'aller encore faire voter je ne sais quelle loi qui vont faire souffrir les Français. Il met le doigt sur une peur qui existe dans une grande partie de l'électorat. Vous restez très impopulaire, vous n'avez pas réussi à franchir le second tour régional, vous êtes donné battant dans tous les seconds tours. Il n'y a plus besoin de faire d'élection si je vous écoute alors. Non, pas du tout, mais est-ce que vous identifiez pas des domaines dans lesquels vous avez besoin de rassurer? Des blocages? Non, je crois. Enfin, on a toujours besoin de rassurer, particulièrement quand on n'a pas été en réalité au pouvoir. Quel est mon inconvénient à moi? C'est que je n'ai pas pu démontrer, notamment dans une région, ce que nous étions capables de faire. J'ai réussi à le faire dans les municipalités, mais je n'ai pas pu le faire au régional puisque nous n'avons pas gagné une région. Et nous n'avons pas gagné une région parce que nos adversaires se sont mis ensemble pour nous empêcher de gagner cette région. Et ils l'ont fait parce que précisément ils ne voulaient pas que cette région serve d'exemple. Parce qu'ils savent très bien que la politique que l'on mettrait en œuvre serait une politique qui avantagerait considérablement la vie quotidienne des Français. Je vous donne juste un exemple. Vendredi, les Échos publient un sondage dans lequel vous progressez d'un point au premier tour et aussitôt les marchés s'affolent, la monnaie baisse. Il y a une peur aujourd'hui sur ce que serait Marine Le Pen au pouvoir. Mais non, mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est un mensonge total, pardon. Hein. Les variations des monnaies, des taux d'intérêt, c'est un phénomène mondial. D'ailleurs, on voit que nous subissons à peu près les mêmes que ceux des États-Unis. Je veux bien avoir beaucoup d'influence avant même d'être élu, mais de là à aller influencer les taux d'intérêt des États-Unis, je ne pense pas. Donc arrêtons, encore une fois, ce qui a été théorisé par certains, qui s'appelle la stratégie de la peur, et qui consiste à essayer de faire peur aux différents peuples, en leur disant, si vous ne votez pas comme nous, le système, nous avons envie que vous votiez, eh bien, ça va être la catastrophe. Une façon de la lever, cette peur. Je voudrais terminer ma phrase. Ils ont fait exactement la même chose avant le Brexit. Ils ont fait exactement la même chose avant l'élection de Donald Trump. La réalité, c'est que les résultats après l'élection de Donald Trump et les résultats du Brexit ne fait pas partie de la zone euro, donc il n'y a pas un risque sur la monnaie. Cécile, on va pas faire la stratégie a été la même. Et les résultats de la Grande-Bretagne aujourd'hui sont spectaculaires. Si nous avions les mêmes, croyez-moi, les Français seraient très heureux. C'est une façon de lever la peur. Est-ce que ce ne serait pas de donner plus d'éléments sur avec qui vous gouverneriez? Vous gardez le mystère.
Pourquoi je regarde le mystère à peu près comme l'intégralité des candidats à la présidentielle pour une raison très simple. C'est qu'après la présidentielle, il y a des législatives et une majorité présidentielle. Marion Maréchal-Le Pen dit par exemple un gouvernement avec Philippe de Villiers, avec Henri Guénaud, ce serait bien. Vous dites ça aussi ? Non mais moi ce que je dis c'est que je vais réunir l'ensemble des patriotes. Ces patriotes ils viennent de droite et ils viennent de gauche aussi. J'en ai accueilli beaucoup au Front National, des gens qui avaient un parcours et qui venaient de la gauche. Moi ce que je veux c'est des patriotes de bonne foi et pour en faire des ministres, des patriotes de bonne foi compétents. Vous n'avez pas intérêt à donner des noms avant l'élection. Donc je n'ai absolument aucun intérêt à donner ces noms. Ce qui est important c'est que les Français sachent que comme présidente de la République, je serai véritablement présidente de la République. C'est-à-dire que je prendrai des décisions qui changera leur vie quotidienne pour l'améliorer. Je ne serai pas, encore une fois, à la tête d'une région européenne soumise aux exigences de l'austérité imposée par Bruxelles, obligée d'aller me soumettre à Madame Merkel pour et subir les conséquences des 1,5 million de migrants qu'elle a fait rentrer dans l'Union européenne. Une grande partie d'ailleurs sont probablement chez nous. Voilà, je serai une véritable présidente de la République. C'est-à-dire que je mettrai en œuvre les engagements, les 144 engagements que j'ai pris pour mettre en œuvre vos engagements. Vous aurez besoin d'une majorité. Est-ce que vous allez investir 577 candidats FN maintenant, ou est-ce que vous allez laisser des circonscriptions en blanc pour pouvoir accueillir éventuellement des candidats LR après la présidentielle? Et si nous devons accueillir des candidats encore une fois de bonne foi, nous le ferons. Mais vous laissez des circonscriptions ouvertes? Mais nous le ferons. Parce que, vous savez, nous... Donc tout est ouvert. Nous, nos candidats, si vous voulez, sont des candidats qui ont l'avenir du pays au cœur. Et qui sont prêts, s'ils pensent que c'est bon pour constituer une majorité, ils seront prêts à céder quelques-uns leur place, si des gens, encore une fois, nous rejoignent sincèrement pour participer à ce combat national. Alors Emmanuel Macron, c'est votre cible principale dans cette campagne, vous en faites le candidat des riches. Est-ce qu'il n'est pas plus coriace que ce qu'on pense néanmoins quand on voit que 20%, plus de 20% des employés, plus de 20% des ouvriers seraient prêts à voter pour lui? Oui, mais dans ces sondages, parce que ce sont toujours des sondages, madame, dont vous parlez, bon, dans ces sondages, il y a un électeur sur deux qui n'est pas sûr de voter pour lui. Et croyez-moi, cet électeur sur deux, je le comprends. Parce que la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que M. Macron, au-delà du fait qu'il est capable de dire tout et l'inverse de tout, a un vrai problème avec la France et avec le peuple français. Qu'il a passé un temps assez important à insulter de manière très grave dans le cours de la campagne. Il a insulté les Français, il a insulté la France. Il fait preuve quand même d'un mépris qui est spectaculaire à l'égard du peuple français. Et il est surtout entouré de gens dont on voit bien quel intérêt privé ils défendent dans cette campagne. Et en revanche, Jean-Luc Mélenchon, vous le ciblez plus, vous ne parlez même plus de lui dans vos discours, alors qu'en 2012, c'était vraiment front contre front. Est-ce que vous pensez que vous pouvez récupérer ces électeurs au second tour? Non, mais M. Mélenchon parle beaucoup de moi, mais moi, je n'ai jamais beaucoup parlé de lui. En 2012, si. Non, c'est lui qui parlait de moi. C'est lui qui est venu aux législatives contre moi. C'est lui qui faisait campagne contre moi. Enfin, il n'est pas le seul. Ils font tous campagne contre moi. Mais cette année, ça a changé. D'ailleurs, c'est le seul argument qu'ils ont. Moi, je pensais quand même que tous ces gens expliqueraient comment on lutte contre le chômage, contre la sécurité, contre la précarité, contre les petites retraites. Non, eux, ils ne luttent que contre une chose, c'est Marine Le Pen. Je vais vous dire que je pense que les Français jugent ça très sévèrement.